Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. Et il y a une phrase que j'entends très souvent en consultation, en formation ou même dans des discussions informelles, une phrase courte, presque banale et pourtant assez lourde de sens. Je ne sais plus pourquoi je fais ce travail. Pas de je suis fatigué, pas de j'en ai marre, mais quelque chose de plus diffus, comme si le moteur tournait encore mais sans grande direction. Alors aujourd'hui, on va parler de la perte de sens au travail. Pas comme un concept à la mode, mais comme une expérience humaine, psychologique et parfois silencieuse. Alors installez-vous, bienvenue dans Backstage Mental, le podcast où l'on parle de ce qui se passe derrière la scène, par exemple lorsque le costume professionnel tient encore debout, mais que dedans quelque chose s'est déplacé. On parle souvent de sens au travail, mais généralement, c'est pas de façon rigoureuse. En psychologie du travail, le sens n'est ni le plaisir permanent, ni la passion, ni l'épanouissement constant. Le sens va reposer sur 3 dimensions fondamentales. La première, c'est le sentiment d'utilité. Avoir le sentiment que ce que je fais sert à quelque chose, et pas que pour moi, quelque chose pour quelqu'un. Au-delà de moi-même. La deuxième dimension va être la cohérence entre ce que je fais réellement au quotidien et ce que je considère comme important, juste, professionnel. Et enfin, la troisième et dernière dimension, c'est la reconnaissance. Pas uniquement la reconnaissance financière, même si on est d'accord, ça reste important. Mais une reconnaissance symbolique. Être vu, être entendu, être reconnu dans le travail réel et pas seulement dans les résultats chiffrés. Donc quand ces 3 dimensions tiennent, le travail peut être exigeant, fatigant, contraignant, mais psychiquement soutenable. Si on place tout ça dans la balance, on arrive à un équilibre ou en tout cas un déséquilibre acceptable. Par contre, quand tout ça se fissure, le travail, lui, devient coûteux. Christophe Dejour, lui, il disait que très clairement, le travail n'est jamais neutre pour la santé mentale. Donc, ça veut dire qu'il est tantôt positif, tantôt négatif. À nous de trouver cet équilibre. Le travail peut structurer, mais il peut aussi user, lorsqu'il perd notamment son sens. La perte de sens n'est pas seulement un malaise personnel, mais c'est un risque psychosocial à part entière. Donc un RPS discret, lent, progressif. On parle souvent de stress, de surcharge ou de conflit, mais la perte de sens va agir différemment. Elle ne provoque pas toujours une crise brutale, mais elle provoque une érosion intérieure. Dans les risques psychosociaux liés au contenu du travail, on retrouve notamment le manque d'autonomie, des exigences contradictoires, une intensité de travail, une perte de reconnaissance dans les rapports sociaux et des conflits éthiques avec l'impossibilité parfois de faire un travail de qualité, en tout cas dans le ressenti. Donc il y a des modèles en psychologie du travail comme le modèle de Karasek qui va nous montrer que lorsque la demande psychologique est forte, mais que la latitude pour décider est faible, alors ce risque augmente. Donc par exemple, un travail qui demande beaucoup de quantité, une intensité élevée ou un travail morcelé et un travail qui vous offre de faibles contrôles sur le travail avec des faibles marges de manœuvre, peu ou pas de participation aux décisions de l'organisation, ou alors peu d'utilisation des compétences, alors on est dans un déséquilibre fort.
Et si l'on rajoute à ça le fait que le travail, en plus, n'a pas de signification claire, alors on entre dans une zone de tension durable. Un autre modèle en psychologie du travail, le modèle effort-récompense de Sigris, le confirme. Quand vous fournissez un effort et qu'il n'est pas récompensé ni par la reconnaissance ni par le sentiment d'utilité, alors le travail devient une source d'injustice morale. Et cette injustice-là, elle ne se règle pas seulement avec des congés. La perte de sens ne surgit pas du jour au lendemain, ok ? Elle s'installe, souvent à partir d'un décalage entre le travail prescrit et le travail réel, entre ce qui est écrit, demandé, affiché, et ce qu'il faut réellement comprendre, faire pour que ça fonctionne. À cela s'ajoutent des injonctions parfois paradoxales. Soyez autonome, débrouillez-vous, mais par contre, appliquez strictement les procédures. Soyez humain, on n'est pas des robots, mais tenez les chiffres. Impliquez-vous, mais n'y passez pas trop de temps. Donc progressivement, le professionnel, il va s'adapter. Il fait, il tient, il compense. Cependant, intérieurement, quelque chose peut se couper. Yves Clos parle de l'empêchement du travail bien fait. Ce n'est pas le manque de motivation qui fatigue le plus, mais bien l'impossibilité de faire un travail conforme à ses propres critères de qualité. Et en ça, la perte de sens peut être différente d'un salarié à un autre. Et cela s'ajoute parfois à un conflit de valeurs. Je reviens sur Christophe Desjours. Lui, il parle de souffrance éthique. Quand on est contraint d'agir contre ce que l'on juge juste, utile, professionnel. Alors on continue de travailler, mais à l'intérieur, progressivement, le sens est déjà fragilisé. Alors cliniquement, la perte de sens produit rarement une crise spectaculaire. C'est plutôt quelque chose d'insidieux. Elle produit plutôt une fatigue morale persistante, un désengagement progressif, parfois du cynisme, et très souvent une culpabilité silencieuse. Beaucoup se disent « je n'ai pas à me plaindre », d'autres vivent pire, finalement c'est moi le problème. Or, dans la majorité des situations, cette souffrance n'est pas individuelle, elle est plutôt systémique. Comprendre cela comme un système, un fonctionnement, une équipe. Comprendre tout ça, c'est déjà desserrer un peu l'étau. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le sens ne se décrète pas, mais il peut se reconstruire. Souvent à partir de petites prises de conscience, de micro-ajustements et d'un retour au travail réel. Et parfois aussi à l'aide d'exercices comme celui que je vous propose tout de suite. Alors comme à chaque fois, je vous propose un exercice guidé que vous pouvez faire assis, de préférence, ou juste l'écouter en marchant. Et on va commencer par une respiration profonde. Vous allez pouvoir inspirer et souffler lentement. L'objectif ici n'est pas de se détendre à tout prix. Surtout, ne vous forcez pas. Mais l'objectif est de clarifier. Et je vais vous demander d'imaginer maintenant votre travail comme une sorte de paysage. Et dans ce paysage, vous avez 3 zones.
Dans la première zone, ce qui nourrit encore votre énergie. Une tâche, un moment au travail, une relation. Prenez le temps d'y penser. Continuez à inspirer et souffler. Dans une deuxième zone, il y a ce qui est neutre, ni agréable, ni épuisant, juste fonctionnel. Pareil, prenez le temps d'y penser, tout en continuant d'inspirer et de souffler à votre rythme. Et dans la troisième zone, ce qui coûte, ce qui use, ce qui vide. Je vous laisse aussi à réfléchir. Et pensez à observer la forme, la place que prennent ces trois zones. Sans se juger, observez la place de chaque zone. Quelle est la zone qui prend le plus de place? Celle qui nourrit? Celle qui est neutre? Ou celle qui coûte beaucoup? Et puis posez-vous cette question. Sur quoi ai-je une marge de manœuvre, même minime? Qu'est-ce qui pourrait me permettre de redessiner ce paysage, l'équilibrer, changer certaines couleurs, certaines formes, certaines limites? Bien sûr, pas pour tout changer, mais pour rééquilibrer. Je vous offre encore quelques secondes pour réfléchir à ce rééquilibrage et rester avec cette réflexion quelques instants. Je vous laisse inspirer à nouveau et souffler. Vous pouvez être fier de vous, vous avez pris quelques minutes pour poser ce paysage et réfléchir. Et vous pouvez revenir à ce paysage lorsque vous le souhaiterez, pour faire le point et redessiner cette sorte de boussole du sens. Quand vous aurez fait le tour et que vous sentirez prêt, alors je vous laisse revenir tout doucement en remettant du mouvement dans vos bras, dans vos jambes si vous étiez assis. En ouvrant les yeux s'ils étaient fermés.
et en vous offrant un étirement et pourquoi pas bâiller si vous en avez besoin. Vous l'avez bien mérité. Si vous avez besoin de plus de temps dans cet exercice, n'hésitez pas à mettre en pause avant de passer à la dernière partie de cet épisode. Donc la perte de sang, je pense que vous l'aurez compris à travers cet épisode, ce n'est pas un échec personnel. Par contre, c'est souvent un signal psychique intelligent. Un signal qu'il est temps de remettre du dialogue, de la conscience et parfois du collectif autour du travail réel. Si cet épisode t'a aidé à mieux comprendre ce que tu traverses, je t'invite à partager, t'abonner, liker l'épisode, en profiter un maximum. On se retrouve très bientôt pour continuer à explorer les coulisses du mental au travail, là où tout se joue vraiment. À bientôt dans Backstage Mental.